Salut, comment vas-tu? Ah, ça va et toi? Ça va bien. Comme introduction, je voulais dire qu'on a bientôt 415 abonnés et il faut absolument qu'on arrive à 500 parce qu'à partir de 500, il y a plein de choses qui se débloquent et qui nous facilitent l'existence. Donc si vous nous regardez, je vous invite à vous abonner déjà, mais aussi à le partager autour de vous en invitant les gens à s'abonner pour qu'on puisse passer ce petit seuil qui est pas très loin et qui nous facilitera grandement les choses. Donc merci d'avance. Et si jamais vous voulez aussi nous suivre, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Euh, le lien est dans la description. Alors je voulais d'abord parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, c'est la descendance d'Elon Musk. Alors je sais pas si tu sais certainement qu'il a environ d'ailleurs, toutes les semaines, il y en a des nouveaux, mais environ 12 enfants, quelque chose comme ça. Et alors, il y a quelques observations assez intéressantes à ce sujet. Donc, il a eu, je crois, officiellement trois femmes, je crois, ou quatre. Et alors, parmi ces enfants, alors, j'ai pris la liste parce que c'est quand même plus simple. Il y en a un qui est né en 2002, donc jusque-là, rien d'anormal, donc avec la même mère. Et puis, juste après, en 2004, il y a eu des triplés. Et en 2006, toujours la même femme a eu des jumeaux. Donc, trois grossesses, six enfants. C'est quand même pas mal. Donc, déjà, d'ailleurs, évidemment, on peut soupçonner une fécondation in vitro, ce qui est le cas pour les triplés, c'est avéré. Et pour les jumeaux, je sais pas. Si, oui. Oui, c'est ça, oui, aussi. Donc déjà, il y a assistance. Et puis ensuite, il a une autre femme avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Et puis il s'est mis avec ce que je peux seulement décrire comme une erreur de parcours, mais apparemment il est toujours avec elle. C'est cette Claire Boucher, donc, qui est une Canadienne, dont le nom de scène est Grimes, et qui est vraiment absolument horrible. Je vous invite à regarder des photos de cette femme. Vraiment, je ne sais pas du tout ce qu'il lui trouve. Elle est, en fait, on dirait une sorcière. Et c'est avec elle qu'il a eu ses enfants qui ont des noms complètement dingues. Donc celui avec lequel Elon Musk se promène souvent, avec lequel il va souvent dans le bureau ovale notamment, qui s'appelle donc XAEA12, qu'il appelle X pour simplifier. Et alors, donc lui il est né en 2020, donc il a à peu près l'âge de mon premier fils. Et alors, c'est là qu'arrivent les choses encore plus extraordinaires que le fait que sa première femme ait eu six enfants en trois grossesses. C'est que tout à coup, en novembre 2021 et en décembre 2021, donc à un mois d'intervalle, eh bien, il y a cette Grimes, donc sa femme, qui a accouché, et une autre femme qui n'a rien à voir, qui s'appelle Shivan Zilis, qui a accouché aussi de lui. Chivonne, Chivonne. Ou Shivon, pardon, Hmm. excuse-moi. Et donc, en fait, l'histoire de Shivon, c'est que c'est une salariée d'Elon Musk, qui apparemment, lors d'une réunion, avait dit bah, je suis célibataire, je vais bientôt plus pouvoir avoir d'enfants, je sais pas quoi faire. Je vais aller à la banque du sperme. Et Elon, elle lui a dit bah, écoute, t'embête pas, moi je vais te passer mon sperme. Et donc, bon, ça, à la rigueur, on peut le concevoir, mais ensuite, il a reconnu les enfants. Ce qui, évidemment, a pas beaucoup plu, d'après ce que j'ai compris, à sa femme actuelle, Grimes, sa compagne. Mais malgré tout, donc elle a eu des jumeaux, cette Chevron, pendant que de l'autre côté, en décembre 2021, donc il a eu un autre enfant avec un nom bizarre qui s'appelle Exa Dark Sidéral. Euh, et rebelote, donc on est et donc, ah oui, et Grimes, pardon, au-delà du fait que ce soit une sorcière, en plus, elle accouche pas, hein. C'est-à-dire que elle a que des enfants par mère porteuse. Ah, je ne sais pas ces Donc, détails. pardon? Ouais. Je ne connaissais pas ces détails. Donc c'est ce qui explique notamment qu'elle a accouché enfin, qu'elle a eu un enfant en décembre 21 et qu'en juin 22, ce qui est quand même assez court comme délai,
Donc, c'est 7 mois plus tard, encore la même Grimes a accouché d'un enfant qui s'appelle Techno Mechanicus. Et, euh, et alors, chez Manzili, ça a encore, alors 2 ans plus tard, mais à nouveau, un autre enfant d'Elon Musk. Et puis là, il y a 3 mois, il y a encore une personne qui prétend que, donc Ashley Sinclair, qui prétend qu'elle a eu un enfant d'Elon Musk, mais il me semble qu'il l'a pas reconnu. Ou, enfin, je sais pas si, on ne sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui m'intrigue le plus, c'est que donc, en fait, on est dans un cas, au-delà de toutes les manipulations génétiques, etc., enfin, des histoires de mères porteuses, on est dans un cas qui est pas vraiment prévu par la nature, où c'est vrai que un homme peut évidemment tromper sa femme et avoir 2 enfants avec 2 femmes en même temps, mais là, est-ce que euh, Elon Musk, qui a donc donné du sperme à une autre femme, donc à Siobhan, et qui a reconnu les enfants qu'elle a eus alors qu'il avait des enfants en même temps avec Grimes, est-ce que finalement il a trompé Grimes ou non? Et j'ai l'impression que psychologiquement, l'homme, il n'avait pas été câblé pour faire face à ce genre de situation et savoir comment réagir. Parce que je ne sais pas comment est-ce que tu le vois, toi, d'un point de vue Alors relationnel. déjà, euh, le succès reproductif est une fonction du succès socio-économique. Oui, Et donc, à des échelles différentes, évidemment. Et là, dans le cas d'Elon Musk, on a un succès socio-économique complètement dingue oui, et donc une fécondité incroyable. Et les femmes qui font la queue pour avoir des enfants, enfin, visiblement, hein, pour avoir des oui. enfants d'Elon Musk. Euh, donc là, évidemment, on est au-delà on est au-delà du bien et du mal. On est dans le cas où tu as un homme, l'homme le plus célèbre, le plus riche, ils n'ont pas trouvé de traduction en français pour successful. Enfin, c'est qui a le plus de succès dans le monde, dans l'histoire récente peut-être, qui est Mais un je crois qu'en fait, la titan. traduction en français n'a rien à voir, ce serait fortuné. Ah, t'as raison. Ouais. Qui est, le- qui est béni par la fortune, oui, dans tous les sens du terme. Et donc, il a plein d'enfants. Alors évidemment, le problème principal à mes yeux, c'est qu'est-ce qui, que- comment est-ce qu'il, quelles sont les relations avec ces enfants-là et quelles sont les relations des mères, quoi. Sur le fond, Ah, j'ai d'un oublié de point te de... dire, à propos de relations entre les mères, donc Grimes et Siobhan ne s'entendaient pas très très bien. Mais là, j'ai lu qu'il y a quelques mois, Elon a cherché une grande maison à Los Angeles, je crois, ou je sais pas où, pour loger euh, son harem. non, pour héberger les deux. Et qu'apparemment, elles sont très très copines et effectivement, elles se disent que c'est plutôt une bonne chose d'élever les enfants ensemble. On peut peut-être faire des économies d'échelle, je sais pas. Mais donc, c'est effectivement ce qui se passe, donc tu as tout à fait raison. Et puis ensuite, on est dans des pays de tradition romaine et où la filiation, bon là, en l'occurrence, s'agit pas d'adoption. À chaque fois, ce sont probablement ses propres enfants Oui, génétiquement. Ouais, certainement. donc c'est pas, non, c'est pas une question d'adoption de droit romain. Euh, j'ai pas de, Évidemment, il est très mal avec certains de ses enfants, enfin, au moins un qui, qui se prétend transsexuel, Oui, je sais, je crois que c'est l'aîné, il me semble. et qui a plus, non, peut-être pas l'aîné, qui a plus ou moins renié son père. Mhm. Bon, c'est ça. Bon, dans un si grand nombre d'enfants, évidemment, ce genre de déconvenu peut arriver, hein. Euh, ouais, je comprends pas pourquoi il fait ça. Il se prétend, donc évidemment, on sait qu'il veut donner l'exemple, qu'il est nataliste, hein, il alerte tout le temps sur l'effondrement de la démographie. Oui. Et donc, évidemment, il donne l'exemple.
Oui, là, il y a une certaine cohérence, oui. Euh, et puis surtout, il met en valeur ses enfants aussi, hein. Quand il se promène, quand il fait exprès d'aller à des événements officiels avec son fils sur les épaules ou avec, en lui tenant la main, ça c'est pas mal, je trouve, hein, comme exemple, hein. Bah, Au-delà évidemment de sa vie personnelle, enfin ses comportements qui le regardent, hein, et euh, oui, bah alors parlons-en brièvement parce que justement, je me disais aussi que c'est vrai que je le vois plutôt d'un œil positif, euh, enfin, que les enfants puissent quand même avoir de la place dans la société et puis à la fois, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a quasiment jamais vu, quasiment à aucune époque. Peut-être qu'il y avait les enfants de rois, peut-être dans les cours d'Europe. Euh, Quand on savait qu'ils allaient monter sur le trône, peut-être qu'ils avaient des initiations et qu'on leur faisait un peu participer à la vie politique. Mais au-delà de ça, on n'a jamais bon, vu là, au ils XXe participent à pas siècle des... grand-chose. Ils participent pas à grand-chose. Ils sont juste, ils Donc font des quand je dis qu'ils... figurations. Oui, mais oui, c'est ça. Enfin, ils prennent part, ils sont présents. Mais il me semble qu'on n'a jamais vu, enfin, à part Ouais, t'as dans raison. les Non, familles mais même dans les royales. cours, même dans les cours, je sais, je pense, je réfléchis à Louis XIV. Je pense que les enfants, étaient mis à l'écart, hein, même et quand ils étaient plus grands, oui, bon, les enfants du roi étaient peut-être visibles, euh, mais c'était pas petit. Oui, c'est vrai que c'est nouveau ça. Aucun. Bon, attends, il y a eu des exemples récents, le très célèbre. Exemple John Kennedy, enfin, qui avait fait une photo avec son enfant sous le bureau, dans le bureau ovale, justement, de la Maison Blanche, reproduite par Sarkozy pendant une de ses campagnes électorales où il s'était fait photographier à l'Élysée. Mais bon, c'était unique, hein, il se baladait pas tout le temps avec. Oui. Non, ça m'a interpellé en fait, le fait que ça n'est jamais, même dans des sociétés on pouvait croire plus conservatrices et plus natalistes, il n'y avait pas non plus, ça allait pas jusque-là. Et donc pour moi, évidemment, il y a toute une cohérence chez Elon Musk à faire ça. Après, évidemment, quand on voit la manière dont c'est fait, c'est absolument, c'est un chaos qui fait peur. Et puis, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il me semble que ce que les gens puissants et riches comme lui font sont généralement des choses qui vont se généraliser par la suite. Donc moi, je crois très fortement que cette manière extrêmement curieuse d'avoir un coup des enfants par fécondation in vitro, alors peut-être qu'ils pourraient, hein, j'en sais rien, puis de l'autre, des mères porteuses, du troisième côté, aussi des manipulations qui permettent de féconder deux femmes en même temps, mais sans avoir couché avec la seconde et d'avoir des enfants simultanés, surtout, comme tu disais, pour des gens qui sont, qui ont un succès et qui, en fait, pour lesquels il y a des millions de femmes, certainement, qui seraient prêtes à, entre guillemets, à subir le fait d'avoir des concurrentes. Donc ça nous ramène évidemment à la polygamie ou une semi-polygamie, c'est à mon avis quelque chose qui est sur le retour en fait. Et donc c'est ça qui est très préoccupant, enfin, et assez surprenant sur cette nouvelle manière. Et puis de comment est-ce qu'on considère, est-ce que Elon Musk effectivement est en train de tromper sa femme s'il a simultanément des enfants, mais entre guillemets, sans adultère avec une autre femme ou non. Enfin, et surtout en les Ouais, reconnaissant. là, on rentre dans des Et technicités. oui, oui, mais en fait, notre cerveau a besoin de créer des nouvelles cases, en fait, de créer des nouveaux scénarios, des nouvelles configurations qui n'existaient pas et qui, à mon avis, vont devenir de plus en plus fréquentes, au-delà du fait que ça fait longtemps que ces gens donnent des noms, des prénoms complètement impossibles à leurs enfants. Et ouais, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait réfléchir. Oui, mais comme je disais au début, je sais pas si c'est quelque chose. Bon, au-delà de certains détails que tu mentionnes, les mères porteuses, bon, voilà, ce sont des comportements d'hommes puissants qui ont beaucoup existé, quoi. Très souvent avec qu'est-ce que je dis tout à l'heure, je regardais la biographie ah oui, de Charles VII.
Charles VII avait une femme qui était... j'oublie qui était la femme de Charles VII. Mais voilà, je dis qu'il y avait une célèbre maîtresse qui était Agnès Sorel. Il a eu trois enfants avec elle et ils ont été légitimés. Là, Louis XIV a fait pareil, Louis XV aussi. Évidemment, ils n'avaient pas la technologie médicale qui existe aujourd'hui. Mais je sais pas, bon, Donc tu moi, penses que ça me ça semble pas restera très très nouveau. marginal, que ce sera Oui, oui, bah oui, cantonné parce qu'il faut des femmes qui sont prêtes, d'abord, comme tu le soulignes, à accepter ces arrangements. Alors évidemment, elles sont. Alors, il faut pas oublier qu'on a affaire à des gens qui sont hyper créatifs, hein. Grimes, j'ai jamais écouté sa musique, mais je pense que, mais vu ses accoutrements, je crois qu'elle est elle est hyper créatrice. Euh, Elon Musk, évidemment, n'en parlons pas. Et donc, quand tu mentionnes que ces gens donnent des nouveaux prénoms, ils testent également des comportements nouveaux qui sont, qui ont un peu de chance d'être imités, parce que ça demande un état d'esprit hyper ouvert, comme ils doivent l'avoir, et puis énormément d'argent, parce qu'il faut entretenir tous ces enfants, et j'imagine qu'aux États-Unis, on rigole pas avec ça. La justice américaine, déjà la justice française elle peut être très, très sévère, mais alors la justice américaine, je pense que c'est très, très, très ferme. Et puis c'est encore une fois, c'est réservé à des gens très fortunés au sens propre et fortunés au sens figuré, qui rendent ce genre de comportement assez peu s'étendre, quoi, hein, on le voit. Bon, il y a des tas de, il y a déjà des tas de, je sais pas que, attends, est-ce que Mick Jagger a une quantité d'enfants, je crois, qui est assez importante. Euh, Peut-être pas autant que Elon Musk, mais bon, il doit bien en avoir il y en a quelques-uns. quelques-uns à Hollywood. Il y en a un autre dont j'ai un peu oublié. Euh, c'est un acteur extrêmement charismatique nord-américain qui a un visage assez juvénile. Je me souviens plus exactement du nom. Mais lui, il a aussi des enfants avec plusieurs femmes à la fois, peut-être quatre, une dizaine d'enfants ou 12. Mais je pense qu'ils sont plus naturels. Mel Gibson en a 9. Oui, oui, Ben Ouais. Gibson, par exemple, oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'évidemment, chez ces gens, on remarque qu'ils sont Eddie tentés d'avoir. Murphy, il a Ah 10 oui, c'est enfants. ça. Voilà, ok. Mel Gibson en a 9, 7 avec sa première femme. Mia Farrow, 14 enfants. Enfin, 4 biologiques, 10 adoptés. Ouais. C'est un peu Donald Trump comme, en a comme 5. Brad Pitt et Angelina Jolie, quoi. Et alors, il y a Nick Cannon, mais je sais pas qui c'est, qui a 12 enfants, Voilà, dont c'est celui dont je Nick Cannon parlais. avec la chanteuse Mariah Carey, visiblement. Oui, c'est celui dont je parlais à l'instant, qui est Ok. extrêmement sympathique. Oui, c'est amusant, ces gens. Bon, Mia Farrow, c'est à part évidemment, mais enfin, au moins, ces trois là, quatre, trois, oui. Eddie Murphy, Nick Cannon, Mel Gibson sont. Là, c'est des gens qui ont énormément de personnes, énormément de succès. Et Mel Gibson, il y a eu trois femmes. Eddie Murphy, on précise pas, mais il y a certainement plusieurs femmes. Hmm, oui. Donc voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a étonné en fait, cette histoire. Et puis, moi, je dirais que c'est parmi les choses très bizarres qu'il y a chez Elon Musk, ça c'est vraiment quelque chose qui finalement me répugne le plus parce que j'ai vraiment l'impression de pas du tout comprendre. Il y a pas mal de choses que j'apprécie chez lui, mais alors, ça, je ne comprends pas en fait son projet. Enfin, comment est-ce qu'il compte apporter du sens, une structure à ses enfants en se comportant comme ça en fait. C'est très mystérieux. Donc ça, c'était ma première observation. J'ai écouté encore, on en parlait la semaine dernière, de euh, Alexander, le Britannique. Comment Carl s'appelait-il déjà? Benjamin, tu veux dire. Pardon, oui, excuse-moi, Carl Benjamin, rien à voir. Sargon of Akkad. Sargon of Akkad. Et alors là, il critiquait beaucoup la stratégie de Nigel Farage
en revenant sur plusieurs petits événements, dont un que j'avais observé, qui était que Nigel Farage, dans un entretien, a cassé du sucre sur le dos de comment il s'appelle là, déjà? Cet équivalent britannique Tommy de Robinson. Tommy Robinson, voilà. Cet équivalent britannique de qui d'ailleurs? Peut-être un peu d'Alex Jones. Et, euh, et donc Tommy Robinson, qui donc, certes, peut-être... enfin, disons, l'argument de Sargon of Akkad, c'était de dire oui, bon, certes, il a des idées bizarres, mais en fait, il y a pas beaucoup de gens qui sont derrière lui, et puis c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis, parce que Nigel Farage avait une remarque assez dure en disant qu'il a absolument rien à voir avec ces minables ou je sais pas quoi. Et puis d'autres choses, il a viré l'un de ses cinq, viré de son Député. parti, l'un de ses cinq députés, alors que c'était quelqu'un de relativement apprécié, un homme Rupert, d'affaires. Rupert Lowe. Voilà, Ouais. Rupert Lowe. Lowe. Et Il l'a viré. Il l'a viré parce que, et il l'a dénoncé à la police d'ailleurs, parce que alors, ouais, il l'a dénoncé à la police parce qu'il avait, semble-t-il, des comportements agressifs avec des membres du personnel du parti. oui, c'est Euh, ça, il y avait eu des plaintes il y a c'est quelques mois qu'il avait c'est laissées sans ça. suite, et puis tout à coup Mais il s'est c'est réveillé. aussi, mais c'est aussi parce que Rupert Lowe a contesté la stratégie de Nigel Farage, qui consiste en fait, qui me fait beaucoup penser à ce que faisait Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que le parti repose exclusivement sur la personnalité de Nigel Farage, comme le Front National reposait sur celle de Le Pen, Jean-Marie. Euh, et ce qui a empêché le parti d'arriver au pouvoir parce qu'il a pas pu se professionnaliser. Quand le parti est basé sur quelqu'un de trop charismatique, cette personne a tendance à penser que rien n'existe en dehors d'elle, ce qui est pas tout à fait faux, hein, mais il faut quand même savoir prendre du monde auprès de soi pour montrer aussi qu'on est prêt à gouverner. Surtout que le parti de Nigel Farage, Reform, est en tête dans les sondages, ce qui n'a jamais été le cas du Front National de Jean-Marie Le Pen. Et surtout que dans le système électoral britannique, s'il est en tête des sondages, ça veut dire qu'il va il remporte l'élection, il a une majorité. Mais c'est aussi parce que Rupert Lowe a appelé à la remigration, à comme on dit Ah, en ça anglais, j'ai des pas entendu. déportations. Moi Ouais. je pensais que c'était essentiellement sur la stratégie de dire bah, enfin, il faut vraiment faire une Non, non, équipe non. C'est lié aussi à des de options. choc. Ouais, c'est lié aussi à des D'accord. options idéologiques. Et je pense que Nigel Farage se trompe d'époque. Parce qu'il y a une époque où la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire le discours socialement Oui, politiquement acceptable, les idées politiquement acceptables, il y a une époque où la remigration ne faisait pas partie de ces idées-là. oui. Aujourd'hui, elle y entre et elle y est quasiment installée à cause de l'exemple de pays nordiques comme la Suède ou le Danemark. Au Danemark, par exemple, ce sont les sociodémocrates, c'est la gauche, donc l'équivalent de socialistes, enfin, en tout cas à la scandinave, qui renvoie massivement, sans inverser tout à fait les flux migratoires, mais enfin, on renvoie beaucoup, beaucoup d'immigrés chez eux. En Suède, c'est pareil. En Suède, ils sont même en train de retirer la nationalité, je crois, à certains de ces nationalités suédoises, à certains de ces immigrés. Mhm. Et en France, c'est un discours, alors que le Front National ne tient pas encore, mais l'AfD, qui est arrivé second aux élections américaines, Et allemandes, pardon, le allemande. tient. Aux États-Unis, ils pratiquent ça, les déportations d'immigrés illégaux. Et maintenant, par exemple, il y a eu un étudiant qui avait une green card, donc un permis de séjour permanent, Oui. qui a manifesté pour le Hamas, pour soutenir le Hamas, et il s'est fait retirer sa green card et il s'est fait renvoyer. Ah oui. Là, j'ai lu ça aujourd'hui. Et donc, la remigration, c'est-à-dire le renvoi dans leur pays d'immigrés alors, illégaux et légaux, est un thème qui est de plus en plus fort. Et Nigel Farage, je pense qu'il commet une erreur. Nigel Farage, peut-être qu'il essaie de faire comme le Front National, c'est-à-dire de se normaliser, mais je pense que c'est une erreur de se rapprocher là parce que ça signifie qu'il risque
de ne pas avoir les votes d'une partie de la population qui sinon irait voter pour lui. Le Et tu penses que problème, c'est pas dans ses convictions? alors, les convictions n'ont rien à voir avec ça. Je Ah pense oui, qu'effectivement, c'est pas dans ses convictions parce que c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui, c'est un ancien banquier d'affaires. Enfin, tu vois, c'est pas un, c'est pas un ancien banquier, pardon, pas un banquier d'affaires. Euh, euh, il est pas d'un milieu d'intellectuels aux marges, marginal, tu vois. Il est, bon. Mais en fait, la raison pour laquelle les partis populistes font des très bons scores, c'est parce qu'ils font déplacer des abstentionnistes. C'est ce qui est hmm, arrivé en Allemagne, hein, aux d'accord, dernières élections. Le taux de participation en Allemagne était de 82 ou 80, je sais plus, très élevé, d'accord. et beaucoup plus élevé que la moyenne. Et l'AfD a fait un très bon score. Probablement parce que les abstentionnistes ont été n'avaient pas qui ne donc po- populistes hein, Mhm. qui s'éloignaient ne voulaient pas sont allés voter parce que ce parti les intéressait. Si Nigel Farage n'arrive pas à faire déplacer les abstentionnistes, il gagnera pas l'élection. Et ce genre de choix idéologique avec d'autres choix idéologiques. Hein. Par exemple, il a un discours très accommodant vis-à-vis des musulmans. Et en Angleterre, être accommodant vis-à-vis des musulmans, c'était pas la même chose qu'en France, parce que c'est carrément autoriser des communautés entières à vivre quasiment séparées, avec leurs propres lois. Parce Euh, que l'Angleterre insiste beaucoup moins sur l'assimilation qu'en France, hein, c'est ça? bon, en France, on n'insiste plus beaucoup sur l'assimilation, mais Non, disons qu'il y a une mais tradition, ouais, il y a oui. une tradition en France qui est d'assimilation, en tout cas d'adoption de d'un certain style de vie. Par exemple, l'interdiction du voile à l'école, c'est très fort quand même hein, pour Oui, les. même moi, il y avait une chose qui m'avait frappé quand j'ai habité en Angleterre, c'était que quand on s'inscrivait à la NHS, donc à la sécurité sociale, enfin le système de santé publique, il y avait tout un questionnaire et on pouvait choisir la langue dans laquelle on allait pouvoir consulter. Et alors évidemment, comme c'était l'Angleterre, la liste des langues était hallucinante. Il y avait absolument tous les dialectes du sous-continent indien. C'est dingo Et ça. C'est ouais. complètement dingo parce que ça Or coûte en France, extrêmement ce cher. serait Ça coûte extrêmement cher la soit vous NHS. parlez français, soit peut-être maintenant qu'il y a un peu d'anglais, je ne sais pas comment ça se passe, mais on va pas commencer à aller chercher les langues les plus obscures, même si ça représente une certaine population. Très étonnant ça comme attitude. Ouais, donc bon, enfin, l'avenir dira ce que je pense que c'est Donc ce genre t'es d'incident. aussi, tu t'es un peu inquiet sur sa trajectoire ou bah, Bah, inquiet je dans le pense sens où que tu bah, je penses suis qu'il pourrait inquiet. échouer? Oui, bien sûr, oui, Oui. oui, comme le Front National, enfin comme le Rassemblement National. Marine Le Pen a échoué aux dernières élections. euh, Pas seulement, enfin, elle a échoué aux dernières élections. On dit souvent, oui, il y a eu des manigances, des partis. Non, les électeurs, ils ont choisi de voter pour le Front républicain. Hein. Ils ont pas voulu, ils ont fait en sorte de ne pas donner, une Oui. majorité de Français, de ne pas donner une majorité de députés à Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen ne prend pas la stratégie haute, c'est-à-dire l'affirmation d'un programme avec ses idées qui sont originales, qui tranchent vis-à-vis du reste, qui s'affirme, qui affirme qu'elle est républicaine, mais avec une définition très traditionnelle du républicanisme, hein, c'est-à-dire les citoyens d'abord, euh, la souveraineté de la République, une grande fermeté de la République, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, la République, elle a plusieurs reprises tiré sur des émeutiers Oui. au 19e et au 20e siècle, où elle a institué des politiques extrêmement fermes. Je pense par exemple à De Gaulle, hein, l'article 16 déclenché lors du putsch d'Alger en 61. C'est quand même, enfin, la République française, ça rigole pas, quoi, normalement. Hein. Aujourd'hui, on rigole bien avec la République française. Mais rappeler cette tradition-là, c'était la tradition haute et où on ne se laisse pas intimider par l'opposition. Bah ça, Marine Le Pen ne l'a pas fait, ne l'a pas choisi, ça a échoué. Et j'ai l'impression que Nigel Farage est en train de faire la même chose, ce qui ne fera pas bouger les abstentionnistes, parce que c'est toujours le problème, hein, c'est de faire déplacer des gens qui ne votaient pas pour toi, qui votaient pour personne parce qu'ils n'avaient pas de représentation, et soudain, quand il y a une offre politique qui leur plaît, ils se déplacent, ils vont voter et Hmm. ils font gagner les partis populistes. Oui. Alors pourtant.
il me semble hein, que surtout Nigel Farage n'est pas du tout perçu comme Jean-Marie Le Pen en Angleterre. Il est beaucoup Non, plus. parce qu'il a pas, ben non, parce Il n'a qu'il pas a du pas tout la, l'étiquette. oui, parce qu'il n'y a pas, pas du tout la même histoire, il n'y a pas du tout le même héritage politique. Il se réclame même pas de l'héritage, parce qu'il y a un héritage de droite dure en Angleterre, hein, Ouais. antimigrationniste, qui date C'est le des années UK 70. Independence Party, c'est ça? Non, Non, alors non, pardon. non, 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 C'était non, quoi c'est déjà? même plus ancien. C'était un membre du Parti conservateur qui s'appelait Enoch Powell. Ah oui. Euh, Et ça, c'était intéressant. Voilà, c'est ça qui avait fait, qui avait alerté dans les années 70 face à la submersion, enfin submersion. À l'époque, c'était rien du tout, c'était des vaguelettes hein, par rapport à ce qui se passe maintenant en Grande-Bretagne, Oui, c'est mais ça, le face aux fameux arrivées discours d'immigrés, de Birmingham, c'est ça? ce qu'on appelle le discours sur les rivières de sang. Ouais. Alors en fait, bon, il faut lire le discours, c'est pas du tout un discours, c'était pas du tout un appel au meurtre, hein, comme l'expression semble le sous-entendre. Mais voilà, il y a cette tradition-là, et en rejetant à la fois Tommy Robinson, en rejetant Rupert Lowe, qui appelle à la remigration, Mhm. pas totale, hein, c'est impossible, mais enfin au moins une partie partielle des immigrés, bah, euh, Farage montre qu'il n'est pas du tout, il n'a pas du tout la réputation d'un Le Pen, et pas du tout l'image en Grande-Bretagne non plus. Non. Il n'a jamais eu d'ennui judiciaire comme Le Pen, il a jamais fait de provocation ou de maladresse. On lui a jamais, il est irréprochable sur la question de l'antisémitisme, par exemple. Je pense pas que Le Pen était antisémite non plus, mais disons qu'il avait des expressions malheureuses qui appelaient une partie de l'électorat, qui l'ont fait, qui l'ont pesé comme un boulet, enfin qui l'a traîné pendant toute sa carrière politique, enfin la fin de sa carrière politique. Et puis, c'est vrai que peut-être aussi que Jean-Marie Le Pen était un peu plus. Il avait un tempérament un peu plus voyou, bagarreur, ce qui n'est pas du tout le cas de, De de Nigel Nigel Farage, non, non, Farage. oui, Nigel Il est Farage est beaucoup plutôt. plus policé, oui, oui, Ouais. c'est la vieille Angleterre campagnarde, c'est cette Mhm. image qu'il donne, et elle est pas, et on boit une bière, et c'est tout, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Bien, bien, bien. Non, ça m'a fait, ça m'a intrigué cette histoire de Nigel Farage. Je pensais qu'il était plus avisé que ça, en fait, et qu'il s'en sortait mieux et que, Tu sais, l'élection, elle est dans quatre est ans, hein. loin. Ouais. L'élection est très loin, ce genre d'événement, ça Mhm. sera complètement oublié au moment où l'élection aura lieu. Il a le temps de changer la barre, d'imposer des thèmes de campagne différents d'ici là. Bon, je suis pas. Voilà, c'est vraiment. Et puis l'avance du parti réforme dans les sondages, elle représente rien du tout quand on est si loin d'une élection. Oui, c'est vrai. Et donc c'est vraiment, voilà, ils ont en ce Non, mais moment, c'est plutôt je embêtant en sais- fait pour eux. à quel point est-ce que tu penses qu'une des élections anticipées serait probable, en fait? Parce que c'est aussi pour ça que les gens disent, ah, il faut quand même être prêt maintenant. Bah, en ce moment, avec les cliquetis de sabre qu'on entend un peu partout, euh, les sortants, les sortants se voient renforcés, hein. Keir Starmer, en ce moment, a les éloges du Daily Telegraph, qui est le journal Ah oui. du parti Tory. Parce que chef de guerre, patati patata, comme Macron en ce moment qui remonte dans les sondages parce qu'il Mhm. parle, parce qu'il voilà, il en appelle à la, l'esprit militariste français. C'est pareil en Grande-Bretagne, et donc ben, renforcé par ça. Et puis et si éventuellement, tu sais, c'est quoi l'expression déjà? Il faut jamais gâcher une bonne guerre, quoi, tu vois. Ah oui. Faut pas gâcher une guerre. C'est-à-dire, si jamais on parle de guerre, ben, tout de suite, politiquement, c'est très bon pour les hommes qui sont en place, qui sont au pouvoir. Et donc, ben, autant il y avait jusque-là des, des doutes en Angleterre sur la possibilité d'une élection anticipée beaucoup plus rapide que prévu, c'est-à-dire les travaillistes qui se débarrassent, le parti travailliste qui se débarrasse de Keir Starmer, autant là, en ce moment, ça s'éloigne Oui, il est en beaucoup, train hein. de. Oui, c'est ça. Ses Mm. débuts étaient un peu balbutiants, mais là, il est en train Bah là, oui, là, de il se s'installer. Ouais. reconstitue. Ouais, ouais, en tout cas, il y a la presse anglaise est très élogieuse. C'est l'unité nationale derrière lui face au danger réel où se pesait la Russie. Et
À propos de préparation à la guerre, il y a une bonne anecdote que je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a le Premier ministre polonais Donald Tusk qui a annoncé donc il voulait rétablir le service militaire et et puis il dit non mais vous en faites pas, ça va pas être le service obligatoire, ça va être plutôt un système comme la Suisse. Et puis C'est obligatoire en Suisse. sauf que c'est obligatoire en Suisse. Donc, je sais Là, il a pas fait une s'il gaffe. non, je sais pas s'il a fait exprès de vouloir d'annoncer quelque chose sans faire peur aux gens, mais en comptant sur le fait qu'ils n'étaient pas informés. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez drôle de raconter ça alors que c'était pas vrai. Oui, en Allemagne, genre, je lisais aujourd'hui qu'il était question que l'idée était envisagée. En France, à mon avis, les militaires, ils n'en veulent pas, hein, parce qu'ils vont se retrouver avec 30% d'étrangers extra-européens, d'Afrique, maghrébins ou d'Afrique subsaharienne dans les rangs. Et ça va être très compliqué. Ça va vraiment handicaper l'armée française, hein. Tu veux dire Et si je c'est pense que obligatoire ou si c'est... si on rétablit Oui, le oui, service si c'est militaire en France, obligatoire, oui. bien sûr. Et puis Parce que c'est si c'est pas. volontaire, ça peut Et être... puis, et puis, et puis la façon enfin, donc tu peux faire une conscription de masse quand le pays est envahi. Dans le genre de guerre que la France va devoir mener, la conscription, ça va embêter l'armée, hein, parce que c'est des ressources considérables de formation qui sont consacrées. Ouais, Oui. je crois pas tellement à ça, hein. Mm. Mais bon, j'aurais Je... bien aimé, je sais pas si on a encore beaucoup de temps, hein, mais j'aurais bien aimé parler du plateau, du plat que Trump est en train de servir à la France, en Europe en ce moment, avec euh, ses retraits d'Angleterre, vas-y. de retraits militaires. Bah, c'est que c'est qu'en fait ce que Trump est en train de faire en se retirant d'Europe et en laissant la sécurité de l'Europe aux Européens, c'est donner à la France soudain le, le- le- la puissance dominante sur tous les autres pays européens. Parce que la France est la seule à avoir une autonomie militaire et industrielle, mili- d'industrie de défense, en Europe. Ah oui. Et c'est une... moi, en ce moment, je plaisante sur Twitter en disant qu'il faut échanger la protection, le parapluie nucléaire français sur le reste de l'Europe en échange de la rive gauche du Rhin jusqu'à Rotterdam. Ah oui. Et donc, c'est-à-dire que la France se retrouve en situation de domination militaire. D'abord parce que c'est la première puissance militaire en Europe, sans les États-Unis. Mhm. Elle a des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, elle a des missiles nucléaires, des missiles de croisière nucléaire, hein. C'est que la France n'a pas seulement, comme les Britanniques, des sous-marins nucléaires avec des missiles balistiques, Mhm. mais elle a également un missile de croisière, la SMP, qui est lancé depuis les Rafales, et c'est 30 fois Hiroshima, hein. Je Ah oui. regardais la puissance de ces trucs-là, c'est dingue, hein. C'est vraiment, et c'est un petit, c'est pas un gros missile, hein. Les autres pays européens sont capables de porter la bombe nucléaire par l'avion là, sur F-35 américaine, mais si les Mhm. Américains se retirent, il y aura plus de, voilà, ils sont désarmés, enfin ils n'auront plus de bombe nucléaire. Ah oui, c'est Et ça, c'est qu'en fait, on suppose que les Américains, ils ont une espèce de d'accès par derrière ah ben, les Oui, Américains, ils contrôlent rien que la force aérienne. Tous ces pays européens qui sont équipés de F-35, oui, mais le F-35, par définition, tu peux pas l'employer n'importe où parce qu'il est américain. oui. Si les Américains ne veulent pas que les Européens attaquent la Ils Russie, par désactivent à exemple, distance, quoi. mais alors, ils peuvent désactiver, refuser l'entretien, ne pas livrer Oui, de pièces détachées, les mises à jour informatiques, puisqu'en fait, les softwares, les programmes informatiques sur ces avions c'est l'essentiel en fait oui. de l'avion, c'est les programmes informatiques. Et la France a le seul avion qui est capable de. Bon, il y a le Gripen, mais le Gripen est bien en dessous du Rafale.
La France est le seul, et donc la France va avoir, enfin, je pense que Dassault va voir ses commandes se multiplier dans le monde entier, parce que c'est le seul avion qui est, alors c'est un avion de génération en dessous, hein, mais bon, il n'y a pas toujours besoin d'avoir des avions furtifs, hein. Surtout que la furtivité, elle est peu à peu rattrapée par la moyenne de détection radar. Je vais Ah pas dans oui, les détails. Mais alors il y a ça, il y a la marine, évidemment, les porte-avions, il y a les sous-marins, et pas seulement les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, les sous-marins d'attaque. J'entendais les difficultés que les Australiens sont en train de rencontrer dans les livraisons de leurs sous-marins. Tu sais, les Australiens, il y a 3 ans, je pense, ont claqué la porte, ont dénoncé un contrat qu'ils avaient avec la France pour la livraison d'une douzaine de sous-marins oui, en faveur de produits américains, britanniques, enfin, avec une alliance. d'accord. Alors, la France a été, disons, c'est un revers terrible pour la France, mais les Américains ne sont pas capables en ce moment de livrer les sous-marins promis. Et donc les Australiens se retrouvent démunis et ils vont avoir besoin urgemment de sous-marins. Les seuls sous-marins nucléaires que un allié occidental va leur rendre, c'est la France. Ça encore, c'est un avantage considérable de la part de la France, parce que les sous-marins nucléaires en français sont entièrement français. Et je parle pas des missiles Hmm, nucléaires, ils n'auront jamais de missiles nucléaires. Je parle de la propulsion. oui, Euh, pareil pour des tas de systèmes d'artillerie, par exemple, le canon César, c'est le meilleur canon, la meilleure artillerie qui existe dans le monde aujourd'hui. Artillerie classique à poudre. Je parle pas des lanceurs, des lance-roquettes à longue distance, dans lesquels les Français n'ont pas une bonne expertise. Mais ce canon César, c'est encore une fois une domination industrielle et militaire de la France. Enfin bref, si l'Europe doit avoir une autonomie militaire, ben, elle va se construire autour de la France. Parce que les Britanniques non plus n'ont pas l'autonomie stratégique, hein. Quand les Britanniques doivent faire entretenir ou recharger leurs sous-marins nucléaires, ils vont en Virginie. Ils vont dans les bases de l'US Navy. Ils n'ont pas l'autonomie ah à oui, comment s'appelle leur base en Écosse là, où il y a les sous-marins. je ne sais pas. Ils sont pas capables de faire ça là-bas. Et puis les missiles nucléaires dont sont chargés les sous-marins britanniques, c'est des missiles nucléaires américains, pas les Hmm, M51 français. Donc c'est vraiment c'est un changement considérable. Et je ne sais pas si les élites françaises, enfin j'imagine on doit s'en rendre compte au ministère de la Défense ou à l'Élysée. Mais si la France joue bien, si elle a réussi à baisser un peu ses dépenses sociales ou dépenses sur les débiles, sur l'écologie ou la transition énergétique, elle pourrait les mettre dans l'industrie de défense et se mettre à arroser l'Europe entière et au-delà de matériel militaire d'excellente qualité, indépendant des États-Unis et donc avec une grande sécurité pour les pays qui l'achètent, une grande autonomie pour les pays qui l'achètent. Enfin, ah. indépendant de la France cette fois-ci, hein, Oui, mais c'est oui, mais bon, avec moins de... La France est impliquée dans moins de choses aussi. Ouais, c'est intéressant ça, je n'avais pas du tout perçu ça. Mhm, mhm. Ok, Ouais, parce que c'est pas l'Eurofighter, ouais. c'est pas le Gripen de Saab qui va. Alors les Allemands sont très bons en chars, mais la France est capable de fabriquer ses propres chars aussi. Donc elle a cette base industrielle. Alors évidemment en toute petite quantité aujourd'hui, hein, c'est ridicule. C'est une armée bonsaï la France, hein. Elle est d'excellente qualité, mais elle est toute petite. Mais, toute petite, mais c'est le seul Oui, pays d'Europe capable d'aligner une division. La France a une capacité de projeter très rapidement 70 000 hommes. Elle est dimensionnée pour ça. C'est le seul pays en Europe capable de le faire. ouais. Les 70 000 hommes, c'est pas grand-chose hein, par rapport à ce qui se passe dans un conflit comme l'Ukraine, par exemple. Enfin, quand même, ça donne une idée de la. Les Britanniques en sont incapables. L'Italie en est incapable. L'Italie, l'armée d'Europe, la troisième armée d'Europe. Elle est une armée de terre qui est plus importante et une marine excellente, plus importante que la marine britannique ou l'armée de terre britannique. Il y a la Pologne, mais la Pologne est dépendante de matériel américain. Oui, très fortement, oui. Euh, et puis bon, la Pologne va devenir une armée de terre très très importante, mais bon, elle n'a pas l'autonomie industrielle française. Hmm, très Enfin bien, voilà. En très passant, intéressant. c'était une Je suivrai remarque que je ça. m'étais faite. Merci beaucoup alors. Bonne Allez, soirée, ciao. salut, bonne soirée.